Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Cyclopathe. Aujourd'hui, nous accueillons M. Koukoulopoulos qui va nous parler de ses récents travaux et le titre de son exposé est l'approximation des rationnels par des rationnels. Bonne conférence. Merci, merci pour l'invitation. Euh, donc, je vais vous parler euh, d'un sujet classique. Voici le plan de l'exposé. Donc, tout d'abord, je vais expliquer quels sont les principes et les questions de base de l'approximation différendienne. Ça veut dire de l'approximation des nombres irrationnels par des nombres rationnels. Puis, qu'est-ce que ça veut dire quand on ajoute l'adjectif métrique? Je vais expliquer aussi le théorème de Hinching qui est comme la base du sujet. Puis je vais expliquer c'est quoi la conjecture de Duffy-Schaffer qui est une généralisation du théorème de Hinching essentiellement. Et puis je vais expliquer quelques idées de la démonstration de la conjecture de Duffy-Schaffer vers la fin, si j'ai du temps. On commence. Donc l'idée est très élémentaire. Donc, nous avons les nombres rationnels, ce sont les fractions. Et on les écrit en base, on crée leur développement décimal, par exemple, et on observe que toujours c'est soit fini, soit périodique. Par contre, pour tous les autres nombres, qui sont les nombres irrationnels, qui aussi contiennent des constantes importantes comme la racine de D, le nombre pi ou la constante d'Euler E. Quand on essaie de les écrire en base 10, le développement est toujours infini et semble être chaotique. Il n'y a pas de motif. Donc, les nombres irrationnels sont trop compliqués pour nous. On ne peut pas les dire. On ne peut pas les écrire. Et donc, le but est est-ce qu'on peut les approximer et remplacer les nombres rationnels par des nombres rationnels qui sont plus simples? Bon, oui. Donc, et la question de base est avec quelle précision peut-on faire ça? Donc, qu'est-ce que je peux dire pour l'erreur de mon approximation? Évidemment, si je prends un dénominateur qui est très grand, mon erreur va devenir très petite parce que j'ai beaucoup plus de flexibilité. Mais d'autre côté, le plus grand que mon dénominateur devient, le plus compliqué, plus la fraction devient aussi compliquée. Et donc, on veut comprendre la balance optimale entre, donc, on veut une petite erreur, mais en même temps, un dénominateur qui n'est pas si grand. C'est le but du sujet. Une première réponse est donnée juste par le développement décimal. Parce que c'est quoi le développement décimal? C'est juste l'approximation d'un nombre irrationnel par des fractions dont le dénominateur est une puissance de 10. Okay? Donc, tout de suite, nous avons une telle approximation. Donc, voici quelques exemples ici. En général, quand vous utilisez 4 chiffres décimaux, après les virgules, donc le dénominateur a taille 10 à la k, mais l'erreur a habituellement taille 10 à la moins k. Parce que habituellement, le prochain chiffre n'est pas 0. Parfois, c'est 0, mais s'il n'est pas 0, l'ordre de magnitude est 10 à la moins k de l'erreur. Donc, voici quelques exemples ici. Donc, si j'utilise 3 chiffres décimaux, donc j'ai une erreur ici qui est entre 10 à la moins 4 et 10 à la moins 3. Et la question est, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? En fait, depuis la discutée, les gens connaissaient des approximations beaucoup meilleures que celles que j'ai écrites ici. Par exemple, juste en utilisant les fractions fameuses 22 sur 7, ça nous donne déjà une approximation qui est
beaucoup meilleur que si j'utilise par exemple juste des chiffres décimaux. Et si j'utilise les fractions avec cette fraction ici, 355 sur 113, l'erreur est très très petite malgré le fait que le dénominateur a juste 3 chiffres. Ici, la puissance devient 7. Beaucoup plus petite. Ici, que la puissance est entre 4 et 3. Désolé, la puissance est plus grande, donc l'erreur est plus petite. Donc, est-ce que ces fractions sont juste un accident ou c'est quelque chose qui arrive toujours pour n'importe quel nombre? Et en fait, c'est le théorème de Dirichlet qui nous dit qu'en fait, ces fractions qui approximent très bien le nombre, notre nombre irrationnel x, existent toujours. Donc, Dirichlet a montré que pour chaque irrationnel x, il existe une infinité de rationnel a sur b, telle que la qualité de l'erreur est 1 sur b au carré. Et ici, j'ai dit que le dénominateur a taille 10 à la k, mais l'erreur est juste 1 sur 10 à la k. Alors, on a passé de 1 sur b à 1 sur b au carré, qui est beaucoup plus petit. La démonstration est très facile de ce théorème, donc je vais vous la montrer. C'est juste la première démonstration est juste une jolie application du principe de Thurard. Peut-être vous avez déjà vu cette démonstration. Donc, voici, je fixe un grand nombre b naturel et je considère le b plus un nombre. Je multiplie mon x par 0, par 1, par d jusqu'à b majuscule. Et puis, je prends ce nombre et je le réduis mod 1. Ça veut dire que je suis permis d'ajouter ou de soustraire des entières. Okay. Donc, par exemple, je peux supposer que tous les nombres sont entre 0 et 1, juste en ajoutant en soustrayant des entières. Et puis, parce que maintenant, je coupe cet intervalle de Lequer 1 dans B boîte, mais j'ai B plus 1 nombre, donc au moins deux nombres vont se trouver à la même boîte, donc la distance de deux nombres distincts, B1x et B de x, sera plus petite que 1 sur B, le nombre de boîtes que j'ai. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est la distance modulo 1. Ça veut dire qu'en fait, si on passe à la distance euclidienne, archimédienne, ça veut dire qu'il existe un entier A tel que B de x moins B1 x moins cet entier A, ça c'est plus petit que 1 sur B. Et puis, je peux poser, mon dénominateur sera la différence de B2 moins B1. Et si je divise ici cette relation par B, je trouve que x moins 1 sur b est plus petit que 1 sur b petite fois b grand. Mais mon petit b est plus petit que grand b, et donc je trouve que ça c'est en plus petit que 1 sur b au carré, petit b au carré. Donc voici, c'est la démonstration du théorème de Dirichlet. Une jolie application du principe de Thurard. OK, donc c'est une démonstration très simple, mais en fait, ça ne vous donne aucune idée comment trouver les approximations A sur B. Donc, comment est-ce que les gens ont trouvé l'approximation 22 sur 7 pour pi ou l'autre que je vous ai montré? Donc, il existe une démonstration du théorème de Dirichlet qui est beaucoup plus compliquée, mais qui donne une beaucoup meilleure idée de ce qui se passe. Ça utilise la théorie des fractions continues. Donc, le but d'approximer n'importe quel nombre x. Et donc, on commence avec quelque chose de très simple. Si je vous donne n'importe quel nombre x, qui est un nombre réel, vous pouvez toujours trouver, juste ajouter ou soustraire un entier, n, et puis ce qui reste, le r, est un nombre entre 0 et 1. Okay, ça, c'est toujours possible. C'est juste la partie fractionnelle R. Donc, voici, je peux faire ça avec pi. Mon nombre n est 3, et puis il y a un reste que je vais appeler R1. Donc, voici une première approximation pour pi, c'est 3. OK, ce n'est pas une très bonne approximation.
Mais puis, ce que je vais faire n'est pas de travailler avec R1 parce que c'est déjà un nombre entre 0 et 1, mais je vais le flipper. Donc, je vais l'écrire comme 1 sur 1 sur... désolé, ça devrait être 1 sur R1. 1 sur R1 est maintenant un nombre en 0, mais plus grand que 1. En fait, c'est le nombre 7.06, 200, etc. Et donc, je peux approximer maintenant ce nombre comme 7 plus R2. OK? Et donc, quelle est l'approximation que je trouve maintenant? C'est donc, je remplace ici. Maintenant, je travaille dans le dénominateur. Donc, ça devient 3 plus 1 sur 7 plus R2. Alors, si j'élimine R2 de cette équation ici, je trouve la fraction fameuse 22 sur 7. Mais je peux continuer comme ça. Maintenant, encore ici, il y a une erreur. Ça devrait être 1 sur R2. C'est très proche à être 16 ici. Mais en fait, c'est un peu plus petit. Donc, je l'écris comme 15 plus R3. Et je trouve l'approximation 333 sur 106. Je continue encore une fois et je trouve l'autre approximation que j'avais écrite au début. 355 sur 113. Et évidemment, je peux continuer de faire ça jusqu'à l'infini. C'est difficile de voir comment ça va aller. Et ce qu'on observe ici est que cette procédure qui a produit ces approximations produit des approximations beaucoup meilleures que le développement décimal. Donc, comme j'ai expliqué avant. Donc, si je compare l'approximation, la qualité de l'approximation avec l'approximation décimale, vous voyez une grande différence. Ici, les erreurs sont beaucoup plus simples à gauche. OK, en général, vous pouvez faire cette procédure pour n'importe quel nombre x. Et le résultat est ce qu'on appelle une fraction continue. Donc, c'est une fraction de cette forme. C'est 1, 0 ou 1, 0 est en entière, puis 1 sur 1, 1 plus 1 sur 1, 2 plus, etc. Où N1, N2 jusqu'à Nk ici sont des nombres naturels. 1, 2, etc. C'est aussi connu que le numérateur et le dénominateur que vous obtenez comme ça satisfont quelques relations de récurrence. C'est comme un peu le nombre Fibonacci, si vous voulez. C'est différent. Si les Nk sont 1 et 1, c'est juste la récurrence des nombres de Fibonacci. OK. Ce qui est magnifique est qu'en fait, cette procédure très simple, cet algorithme très simple que juste quelqu'un qui connaît juste l'arithmétique élémentaire peut faire, produit les meilleures approximations possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si je calcule cette fraction ici, AK sur BK, et puis je calcule l'erreur de l'approximation de X par cette fraction, AK sur BK, et je compare cette erreur avec toutes les autres erreurs possibles produites par un dénominateur B qui est entre 1 et BK, la fraction avec dénominateur BK est la meilleure possible. Elle produit la plus petite erreur possible. Donc, c'est l'approximation optimale. Puis, on peut aussi contrôler l'erreur exactement ou modulo quelques constantes. Donc, c'est connu qu'en fait, c'est essentiellement une constante sur BK fois BK plus 1. Mais par ici, BK plus 1 est essentiellement NK plus 1 fois BK. Donc, c'est essentiellement constant sur BK au carré fois le prochain terme ici dans les fractions continues. Mais vous voyez aussi, ce qui est important ici, c'est une égalité, que l'approximation ici est plus petite que 1 sur le dénominateur au carré. Ce qui nous donne une nouvelle démonstration du théorème de Dirichlet, mais beaucoup plus compliquée, la démonstration. Mais de notre point de vue, cette preuve nous donne beaucoup plus d'informations aussi.
Il y a d'autres propriétés très jolies que les fractions continues ont. Par exemple, si vous avez une fraction réduite ici, donc A et B sont coprimiers, qui fait mieux que 1 sur D fois le dénominateur au carré, nécessairement, il doit être en des fractions continues. Donc, si vous voulez avoir des approximations très bonnes, il faut utiliser les fractions continues. Il n'y a pas une autre façon de bien approximer un nombre x. OK. Donc, les fractions continues sont une approximation optimale. Donc, d'un point de vue, elles répondent à la question fondamentale de l'approximation irrationnelle et de l'approximation rationnelle diffundienne. Mais d'autre côté, en pratique, ce n'est pas toujours facile à travailler avec les fractions continues. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc, le théorème de Dirichlet nous dit, donc je répète, le théorème de Dirichlet nous dit qu'il existe une finalité rationnelle A sur B qui approxime avec une erreur meilleure qu'A sur B au carré. Donc, une question naturelle quand vous voyez le théorème de Dirichlet est si on peut améliorer l'erreur, l'exposant ici de l'erreur d'être peut-être 3 ou 4 ou 3,5 ou je ne sais pas, juste une puissance plus grande de B. C'est une question naturelle. Et une autre question très naturelle, qu'est-ce qu'on peut dire pour la nature des dénominateurs B? Par exemple, est-ce qu'on peut faire approximation, est-ce qu'on peut créer des approximations qui sont très bonnes, approximations rationnelles dont le dénominateur appartient dans un ensemble spécial d'entiers? Par exemple, que le dénominateur est toujours un nombre premier. En général, ça c'est très difficile avec les fractions continues parce que les dénominateurs sont trop rigides à cause de ces conditions ces relations de récurrence qui satisfassent. OK, donc voici des questions auxquelles on voudrait avoir la réponse. Donc, en général, la réponse à la première question est non. On ne peut pas, en général, améliorer l'erreur le théorème de Dirichlet. Et voici un exemple fameux. Ici, c'est la constante, ici, c'est le rapport d'Or. 1 plus racine de 5 sur 2. Et c'est connu que pour n'importe quelle fraction A sur B, l'erreur ici ne peut pas être plus petite que 1 sur 3 fois le dénominateur au carré. Ce qui est la relation clé est que la fraction continue de ce nombre ici est 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus, etc. Juste de 1. Oui. Ça, ce n'est pas un accident, parce que peut-être vous connaissez la relation de ces nombres, de rapport d'Or avec les nombres de Fibonacci, qui ont ici, qui satisfont ici la récurrence, ces récurrences, mais avec 1 ici. Donc ça, ce n'est pas un accident. OK. Et en général, si vous avez un nombre x dont la fraction continue, dont tous les termes ici de la fraction continue sont bornés, disons entre 1 et n, donc vous ne pouvez pas avoir une approximation meilleure que constante sur b au carré. Ça, c'est le meilleur possible. Donc, en général, ce n'est pas possible d'améliorer le théorème de Dirichlet. Mais en pratique, c'est très difficile de comprendre si un nombre donné x est mal approximable ou non. Mal approximable veut dire qu'il a cette propriété ici. Que toutes les fractions ne peuvent pas approximer mieux que constante sur b au carré. Et donc, voici un problème non résolu. Je vous donne un nom précis, une constante très fameuse, le nom pi. Est-ce que c'est possible pour ce nombre d'avoir des approximations pour lesquelles l'exposant ici est 3 au lieu de 2? Ça, ce n'est pas connu. Donc, même si la théorie des fractions continues nous donne une réponse théorique qui est précise et complète, en pratique, c'est difficile de comprendre ce qui se passe.
pour les nombres, pour des nombres spéciaux. Okay. Mais il y a un point de vue qui nous permet de faire du progrès ou peut-être d'avoir un peu de développer un peu d'intuition autour de ces problèmes. Et donc, on va jouer un jeu. OK? Donc, vous avez considéré tous les nombres x pour lesquels il existe une infinité de fractions A sur B qui les approxime mieux que 1 sur B à la 3. Donc, vous avez compris si pi est dans cet ensemble ou non. Mais tout d'abord, je vais comprendre si cet ensemble est grand ou non. Donc, si cet ensemble est grand, donc pi a beaucoup de chances d'être dans cet ensemble. Si cet ensemble est petit, donc pi n'a pas beaucoup de chances d'être dans cet ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire grand ou petit? On va mesurer en termes de longueur. OK, donc puisqu'ici, l'approximation peut être faite pour B aussi grand qu'on veut, chaque nombre qui est dans cet ensemble X, dans cet ensemble K, est aussi dans la réunion de ces ensembles kt plus 1, kt plus 2, kt plus 3, etc. pour t arbitrairement grand, où KB sont les nombres en 0 et 1 qui ont approximation de qualité 1 sur B à la 3 avec dénominateur B. Donc ici, j'ai fixé le dénominateur B. C'est juste le numérateur qui peut bouger maintenant dans KB. OK. Mais si c'est le cas, maintenant, je vais mesurer, je vais comprendre cet ensemble KB. Donc, cet ensemble KB, je peux l'écrire comme une réunion d'intervalles. Dépendant de la taille du dénominateur A ici. Donc, si A est égal à 0, quels sont les nombres X qui satisfont cette propriété sont les nombres en 0 et 1 sur B à la 3. Quand mon nominateur est 1, j'ai un intervalle de diamètre ou des rayons 1 sur B à la 3 autour de 1 sur B, etc. Mais jusqu'au dernier intervalle où il faut le couper parce que je suis entre 0 et 1. Donc, pour chaque différent numérateur A, je suis dans un différent intervalle. OK, donc je peux maintenant alors mesurer la longueur de mon ensemble KB. C'est que le nombre approprié est mesure de Lebesgue, mais il ne faut pas inquiéter de ça, c'est juste la longueur de l'ensemble. Donc, quelle est la longueur totale? La longueur de cet intervalle est 1 sur B à la 3. Puis, j'ai B-1 possibilité, B-1 intervalle avec longueur D sur B à la 3. Et puis, j'ai encore un autre intervalle avec longueur 1 sur B à la 3. Et quand je fais ici l'algèbre, je trouve D sur B à la 2. OK. Ça, c'est la longueur totale de KB. Donc, quelle est la longueur totale de cette réunion ici? Mais ça devrait être au plus la somme de toutes les longueurs de somme, n'est-ce pas? Ça fait du sens et c'est une propriété de la longueur qu'on peut montrer de façon rigoureuse. Donc, la longueur de K en particulier ici est plus petite que la longueur de KT plus 1, plus la longueur de KT plus 2, etc. Donc, j'ai déjà contrôlé ici la longueur de KB, ça c'est D sur B au carré, parce que c'est une série convergente ici, 1 sur B au carré, et T tend vers l'infini. La réponse ici va tendre vers 0. Donc, quelle est la conclusion? Que K n'a pas de longueur. Donc, peut-être qu'il est infini, mais en fait, il est si mince qu'il n'a pas de longueur. Donc, si vous avez un ensemble qui n'a pas de longueur, la chance qu'il y ait un nombre arbitraire se trouve dans cet ensemble très, très, très petit est presque nulle. Et en fait, est nulle. Donc, la conclusion est que si vous choisissez un nombre X de façon aléatoire, en 0 et 1,
presque sûrement, ce nombre n'appartient pas à K, parce que K n'a pas de longueur. Donc, maintenant, la question, alors, du million de dollars, est-ce que pi se comporte comme presque tous les autres nombres ou est-ce que pi est très spécial? Donc, quel est votre pari? Donc, on pense que pi est un nombre qui est aussi aléatoire que possible, donc on pense que pi n'est pas dans K, parce que être dans K est un événement très spécial, et on pense que pi n'est pas spécial du point de vue de l'approximation diophantienne. Mais c'est une question ouverte de décider si pi est dans K ou non. OK. Donc, vous voyez ici que on ne peut pas vraiment répondre à la question si le nombre donné pi est dans K ou non, mais on a une bonne idée de ce qui se passe de si K est grand ou petit. Voici une autre question qui est très difficile à répondre pour un nombre fixé, comme le nombre pi. Donc la question, je vous donne, vous pouvez fixer votre ensemble d'entiers favoris. Appelons cet ensemble B. Okay? C'est l'ensemble de vos dénominateurs, des dénominateurs permis. Et donc, la question est, pour quel x, vous pouvez approximer une infinité de fois le nombre x en utilisant que des dénominateurs dans votre ensemble favori, où la qualité ici de l'erreur, la taille de l'erreur est 1 sur b à la c, ou c'est une constante fixée qu'on veut comprendre. Pour quelle constante c est-ce que ça marche? C'est la question. Pour c est égal à 1, c'est trivial que c'est possible, mais pour c est égal à 1.1, déjà, ce n'est pas trivial. Parce que maintenant, on a mis une restriction sur le dénominateur. Et on pense, la logique est que si votre ensemble contient entre 1 et n à peu près n à la kappa entière, donc on peut prendre ici n'importe quel c plus petit que kappa plus 1 pour chaque x qui est irrationnel. Supposons que b est bon. Donc supposons qu'on n'a pas choisi on n'a pas essayé de choisir B de façon très... d'avoir une conspiration. Et que la logique est que l'ensemble l'intervalle 0,1 contient à peu près n à la kappa plus 1 fraction 1 sur B avec dénominateur B dans votre ensemble B jusqu'à n, plus petit que n. Et pourquoi c'est le cas? Parce que pour le dénominateur B, j'ai plus ou moins n à la kappa possibilité. Et pour A, j'ai plus ou moins n possibilités. Donc n à la kappa fois n me donne n à la kappa plus n. Et donc si j'imagine que ces fractions sont bien réparties entre 0 et 1, donc peut-être je suis assez chanceux qu'ils sont assez bien répartis pour n'importe quel x, je peux trouver une fraction qui est assez proche à mon x. Et donc, cette fraction approxime x avec une erreur plus petite que 1 sur le nombre de fractions que j'ai. Donc, ça, c'est la logique. Prenons un exemple concret où B sont les premiers. Dans ce cas-ci, Matomac en 2009 a montré que on peut prendre, la réponse est oui pour chaque x irrationnel. Pour n'importe quel x irrationnel, la réponse est oui. Si on prend ici notre set d'être 4 sur 3 et moins epsilon. Un peu plus petite que 4 sur 3. On devrait être capable de remplacer 4 sur 3 avec 2. Et pourquoi? Parce que si je comprends bien, j'utilise ici cette logique. Cet argument ici. Pour le premier, le nombre de premiers jusqu'à n est plus ou moins 1 sur log n. Et si j'ignore
log n qui est beaucoup plus petit que n, ça c'est plus ou moins n, disons. Donc mon kappa ici est 1. Et donc mon c devrait être 1 plus 1, qui est égal à 2. Mais on connaît juste qu'on peut avoir une erreur avec l'exposant 4 sur 3, mais pas avec 2. Avec 2, c'est un problème ouvert, qui est un problème très difficile. On ne sait pas même si on peut répondre à ces problèmes si on suppose des conjectures fameuses comme l'hypothèse de Riemann. Donc c'est un problème très profond. On ne sait pas si on peut répondre à ces problèmes. Mais en fait, si vous changez juste un peu votre point de vue et vous êtes prêt d'exclure potentiellement un ensemble d'exceptions qui est très, très petite, donc la réponse, on peut améliorer le théorème de Matomaki. Et en fait, si vous regardez les dates ici, vous voyez que le théorème de Diffie-Schaeffer est daté de 1941, beaucoup plus vieux que le théorème de Matomaki. C'est parce que c'est beaucoup plus facile. Le problème devient beaucoup plus facile quand on exclut un ensemble qui est... si nous sommes permis d'exclure quelques nombres x de longueur 0. De longueur de 0 toujours. Donc, ceci nous amène à l'approximation différendienne métrique. OK, métrique pour mesure, parce qu'on mesure ici. Qu'est-ce que le principe de base? Je les expliquais déjà. Approximer un nombre fixé peut être très difficile de comprendre la qualité de l'approximation qu'on a. Et je donné l'exemple du nombre pi. Et j'ai donné aussi l'exemple d'un point nombre x rationnel si on utilise des dénominateurs provenant d'un ensemble fixé, comme le nombre premier. C'est très difficile de décider pour un nombre donné. Mais si nous sommes permis d'enlever juste un peu de nombre irrationnel x, la question devient beaucoup plus simple. Et on peut avoir une théorie beaucoup plus complète et rigide. Donc, voici un peu de notation que je vais utiliser. Donc, pour chaque dénominateur b, je vous donne une erreur admissible, delta b. Et la question est, pour quel nombre x en 0 et 1, il existe une infinité de fractions a sur b qui les approxime avec cette erreur, delta b, qui est fixée. OK, donc si je prends delta b ici d'être 1 sur b au carré, le théorème de Dirichlet me dit en fait que chaque nombre en 0 et 1 a une infinité de telle approximation. Mais si je prends delta b d'être 1 sur b à la 3, l'argument que je vous ai montré avant dit que la longueur de k est 0. Donc, en fait, presque aucune nombre x n'a pas une approximation avec une erreur si bonne. Hinchi a généralisé beaucoup cette situation. Donc, ce qu'il a montré, que si on commence avec une suite d'erreurs ici, delta b, qui a la propriété que quand elle la multiplie par b au carré, ça décroît. Donc, c'est juste deux possibilités. Donc, ici, S dénote la série delta 1 plus 2 fois delta D plus 3 fois delta 3, etc. Donc, il a montré qu'il existe une erreur très simple de décider dans quel cas nous sommes entre les deux. Si la série converge, ça veut dire que les erreurs que j'ai choisies sont trop petites. Donc, j'ai imposé trop de restrictions et il me reste presque aucun nombre x. Mais si la série diverge ici, ça veut dire que j'ai permis assez d'erreurs, assez d'espace ici autour de A sur B pour que presque tous les x deviennent approximables avec les erreurs désirées. Et si vous voulez un corollaire précis,
plus facile à comprendre peut-être, c'est si vous pouvez prendre ici delta B d'être 1 sur B au carré fois une puissance de log B. Et si vous choisissez la puissance de log B d'être un peu plus petite que 1, presque tous les x ont une finité d'approximation. Mais si vous choisissez la puissance de log B d'être un peu plus grande que 1, vous vous trouvez dans l'autre situation où presque aucune x n'a pas une finité d'approximation avec cette qualité, cette erreur. Donc, c'est ça. Oui. Et pour expliquer d'où ce théorème vient, et pour il faut que je vous explique un théorème de probabilité, qui est le théorème ou le lemme de Borel-Cantelli, qui est un des premiers outils que vous voyez quand vous étudiez la probabilité. Qui est juste un instant particulier de la loi 0,1 de Kolmogorov. OK, donc, supposez que vous avez quelques événements probabilistes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites quelques essais et puis c'est 1 le résultat du premier essai et 2 le résultat du deuxième essai, etc. Par exemple, supposez que vous avez un Looney et vous la flippez, est-ce que ça vous donne heads or tails? Peut-être 1 est d'être heads et 2 d'être heads, etc. Le premier essai, le deuxième essai. Donc, le principe de Borel-Cantelli dit la chose suivante. Donc, si jamais vous avez choisi des événements dont la somme de la série de probabilités converge, alors presque sûrement, avec probabilité 1, il arrive juste un nombre fini de ces événements. 1 et 2, etc. D'autre côté, si jamais vous avez choisi les événements pour que la série de probabilités diverge, et il faut ajouter une hypothèse très importante que les jésus sont indépendants mutuellement, des AD indépendants, alors presque sûrement une infinité des événements vont arriver. Et pensez par exemple au tirage au sort de votre Looney. Donc, dans ce cas-ci, vous avez probabilité 1,5 d'être heads et 1,5 d'être tails. Donc, si 1 et 2, etc., est la probabilité que le GM SI est heads, la probabilité alors est 1 sur 2. Et donc, nous sommes dans le deuxième cas, où la somme de probabilités diverse, et aussi les tirages différents sont indépendants. Donc, qu'est-ce que le principe de Borel-Cantelli nous dit? Il nous dit que dans ce cas-ci, presque sûrement, vous aurez une infinité de heads, ce qui fait du sens. C'est très... La probabilité que vous avez que de tails, ou presque tous les éléments sont tails, est 0. Okay. Dans le théorème de Hinton, quels sont les événements? Les événements sont, quand j'ai choisi un nombre x par hasard, il est approximable par une fraction de dénominateur b avec erreur delta b. OK? Ça, c'est mon événement KB. Et je me demande avec quelle probabilité est-ce que cet événement arrive. Et cet événement, comme avant où on avait ici 1 sur B à la 3, est juste la réunion de quelques intervalles et sa probabilité est juste la somme de longueur de ces intervalles. Et vous pouvez calculer ça facilement et ça vous donne juste 2 fois B, delta B. Donc, voici d'où la condition de la convergence ou divergence de cette série provient. C'est juste la somme de probabilité de ces événements, KB. Il y a juste un problème. Vous ne pouvez pas tout simplement utiliser le principe de Borel-Cantelli pour montrer le théorème de Hinton. Vous pouvez juste l'utiliser pour la première partie. Parce que la première partie de Borel-Cantelli n'a pas de condition d'indépendance. Donc, Borel-Cantelli 1 implique tout de suite Hinton 1.
Mais pour Hinchin 2, qui est la partie difficile de Hinchin, on ne peut pas l'utiliser parce que les événements KB ne sont pas indépendants. Essentiellement, ce que Hinchin a montré est que si vous imposez la condition que B carré delta B décroît, donc les événements KB deviennent assez indépendants pour que le principe de Borel-Cantel tienne. C'est l'idée de base. OK, ça veut dire une remarque importante. C'est parce que c'est un exposé que j'ai donné en grec. OK. Une remarque importante est que l'hypothèse de Hinchin, que la condition B carré delta B décroît, est un peu trop forte. Elle implique la condition que, en fait, les supports de votre suite delta B est l'ensemble des nombres naturels. Oui. Donc, ça veut dire que, OK, Hinchin répond à la question facilement, au moins, à la question de la qualité de l'erreur dans le théorème de Dirichlet. Parce que, par exemple, ici, vous voyez que je peux améliorer Dirichlet pour presque tous les x en mettant presque notre logarithme ici de dénominateur. Mais je ne peux pas prendre une restriction de dénominateur. Parce que le support est nécessairement, il faut utiliser tous les dénominateurs dans le théorème de Hinchin pour que ça marche. Dans 1950, Kassel a montré un théorème qui dit la chose suivante, c'est un théorème très joli. Il dit que même si on enlève la condition B carré delta B décroît, nous avons toujours une loi 0,1, donc un principe de type Borel-Cantelli. Soit la longueur de K de nos équations approximables est 0, soit la longueur est 1. Donc, la question est juste, est-ce que je peux décider dans quel cas je suis? Est-ce que les critères de divergence ou convergence de cette série est le bon critère, comme dans le principe de Borel-Cantelli? Daphne et Schaeffer ont montré qu'en fait, il existe des suites delta B pour lesquelles ça devrait être L. Donc, pour lesquelles la longueur est 0 et en même temps, la série B delta B diverge, ce qui viole le principe de Borel-Cantelli. Et il y a une très bonne raison pour laquelle ils étaient capables de construire de tels exemples. C'est juste en violant l'indépendance des ensembles. Donc, vous voyez ici que j'ai ici une image de ce qui se passe avec dénominateur 3, dénominateur 5 et dénominateur 15. Le problème est que les fractions A sur B, je n'ai pas supposé que les fractions sont réduites. Donc, une fraction qui apparaît ici avec dénominateur 3 apparaît ici avec dénominateur 15 aussi. Donc, 1,3 apparaît aussi comme 5 sur 15. Donc, si ici, mon delta 3, delta 5 et delta 15 sont égaux, les erreurs que j'ai permis, vous voyez en fait que vous avez une très forte dépendance entre les ensembles K3 et K15 et aussi entre K5 et K15. Si vous êtes dans K3, vous êtes automatiquement dans K15. Et si vous êtes dans K5, vous êtes automatiquement dans K15. Donc, c'est une dépendance très, très forte. Et la dépendance très, très forte provient d'une observation très simple. C'est juste parce que je n'ai pas éliminé les fractions non réduites. Alors, Daphne et Schaeffer ont dit, OK, qu'est-ce qui se passe si on enlève les fractions qui sont réduites, on se concentre juste aux fractions qui sont réduites. Donc, ils ont défini cet ensemble. Donc, ils ont changé la question un peu en espérant que la nouvelle question a une réponse plus simple. Donc, voici
voici K étoile, ici est la somme de x en 0 et 1 pour lesquels il existe une infinité de fractions réduites réduite A sur B qui les approxime avec cette erreur, delta B qu'on a fixée. Et comme avant, nous avons les événements KB étoiles qui sont juste le nombre A01 qui sont approximables par une fraction réduite dénominateur B avec erreur delta B. Et encore, ces ensembles sont une réunion de quelques intervalles. Mais vous voyez ici, parce que j'ai enlevé les fractions non réduites, je n'ai plus ce problème que j'avais avant. Cette fraction ici n'apparaît pas, en 3 n'apparaît pas dans cet ensemble, donc il semble d'être mieux mélangé les événements que j'ai maintenant. Et donc, la conjecture de Duffy-Shaffer essentiellement dit que les KB sont assez indépendantes entre eux pour que le principe de Borel-Cantelli tienne. C'est quoi la probabilité de KB étoile? C'est juste la longueur totale. Et la longueur totale est donnée par delta B fois le nombre d'intervalles, mais parce que maintenant j'ai réduit le numérateur et le dénominateur, c'est juste phi de B intervalle qui est ou phi de B est la fonction d'Euler. Juste combien de nombres vous avez entre A et B qui n'ont pas de facteur commun avec B. Donc, voici la conjecture de Duffy-Shaffer. Vous créez maintenant la série c'est la somme de probabilités de longueur ici. La convergence ou la divergence de cette série décide si la probabilité que votre nombre est approximable avec les restrictions imposées est 0 ou 1. Donc, vous avez une loi 0,1 et afin de décider si vous êtes dans le cas où presque sûrement vous avez approximation ou presque sûrement vous n'avez pas approximation, le critère est juste la divergence ou la convergence de la série S étoile. Le théorème que nous avons montré avec mon collaborateur l'année passée est que cette conjecture est vraie. Avant notre résultat, il y a beaucoup de résultats importants par plusieurs personnes que je mentionne ici. Duffy-Shaffer, Doss, Waller, Pollington, Braun, Haynes, Belanger, Snevitz, Harman, Eisleiner, Lachman, Munch, Technau et Zafiropoulos et autres personnes. OK. Je vais juste vous donner juste une petite idée dans une minute de la démonstration. La démonstration se base sur un principe qui arrive beaucoup dans les maths, dans la combinatoire additive et dans la théorie des graphes et aussi dans la théorie des nombres. Donc, c'est... OK, donc... c'est le principe que si vous avez un objet qui est... Si cet objet n'est pas chaotique, il y a une bonne raison. C'est dans une phrase le principe. Donc, le problème, comme je vous expliquais, est que le Borel-Cantelli exige l'indépendance des événements. Mais ici, les événements que nous avons ne sont pas nécessairement indépendants. Peut-être qu'ils sont très fortement corrélés. Donc, supposons que je fixe mes dénominateurs d'être de taille x, plus ou moins, et je prends des dénominateurs de mon ensemble. Et je vais comprendre quand ces événements les événem'ents correspondants sont très fortement corrélés. Et ce qui se passe, c'est que ça arrive seulement si les B et B' ont un PGCD qui est grand, plus grand que x à la moins c. Donc, combien grand dépend de combien de dénominateurs vous avez. Mais il y a une façon très simple de créer un ensemble B de taille x à la c pour lequel tous les paires B, B' ont un PGCD qui est plus grand que x à la moins c. Et la façon est juste, je fixe
un diviseur 2, un nombre 2, et puis je prends tous les multiples 2 fois m de ce diviseur qui se trouve entre x et 2x. Vous avez x à la c possibilités pour m, donc vous avez un ensemble avec cette mauvaise propriété. Et la question est, est-ce que cette structure est la seule façon avec laquelle je peux produire beaucoup de corrélations? Le but est en fait de montrer que la réponse est oui. Donc, il y a deux possibilités justes. La première possibilité, qu'il y a du chaos, ça veut dire que les câbles étoiles se comportent de façon essentiellement indépendante. Et la possibilité 2, que nous avons ordre, dans le sens que les câbles il y a beaucoup de corrélations, mais la raison est qu'il y a cette structure très, très particulière. Et nous avons ce cas très, très extrême, mais nécessairement, il faut se tromper dans un de ces cas. Pour comprendre, pour montrer que ça c'est vrai, on a une façon pour visualiser ce qui se passe, de créer le graphe de dépendance. Voici le dénominateur que j'ai ici. Par exemple, supposez que vous avez ce dénominateur ici. Et ici, je mets une ligne entre les deux si le dénominateur, si les événements correspondants, KB, KB', sont fortement corrélés. Et la raison est quand le PGCD est grand. Donc, par exemple, ici, j'ai mis une ligne parce que c'est des nombres en grand dénominateur, etc. PGCD. Et vous pouvez ici voir que vous avez beaucoup de lignes. Votre E est grand. Et la raison est que vous pouvez bien voir que vous avez cette diviseur fixé. Voici, vous avez cette. Oups. Si je fixe cette. Ici 55, 25, 35, 10 et 20. Vous avez un sous-graphe ici dont tous les membres ici sont divisés par 5. Donc, c'est le diviseur 5 qui est la cause de cette corrélation ici. C'est plus ou moins l'idée c'est l'idée de départ de la démonstration. Essayer de commencer avec le graphe de dépendance, juste en essayant de faire plusieurs itérations et isoler un sous-graphe de ces graphes qui a ces structures très, très particulières qui causent beaucoup de dépendance. OK. Donc, c'est tout. Merci pour votre attention. Merci à vous pour votre présentation. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je crois qu'on peut quand même essayer de prendre une ou deux questions avant qu'il soit les 30. Donc, si vous voulez, faites juste vous unmute et poser votre question. Je me demandais, le fait que vous ayez utilisé la théorie des graphes comme pour un sujet qui n'est comme pas vraiment a priori rapport avec la théorie des graphes comme dans la... Est-ce que ça a suscité comme beaucoup de controverses, disons, pour la communauté? Est-ce que ça a été bien accueilli, le fait que vous avez utilisé la théorie des graphes pour ça? Bien accueilli, dans quel sens? Peut-être c'était surprenant pour les gens, mais... Mais ça n'a pas remis en doute la véracité de la preuve, ça a été bien accueilli. Mais toujours quand en tant que quelqu'un a montré un résultat qui était ouvert depuis longtemps, tu es très sceptique. C'est l'attitude, c'est la bonne attitude à avoir. Donc, je pense que tout le monde a dit OK, je veux voir, je vais lire la démonstration. Surtout quand la démonstration utilise une idée qui n'était pas très standard dans le sujet. Mais c'est naturel d'un point de vue d'essayer de comprendre. C'est juste une façon de visualiser les corrélations. De dire, OK, voici pourquoi j'ai beaucoup de connexions. Je peux enlever maintenant cette partie de mon graphe et me concentrer sur l'autre. C'est juste une façon, c'est un langage qui
qui aident à la visualisation, de comprendre les corrélations. Et le fait que les corrélations fortes étaient le problème était bien compris avant le travail. Merci. Bon, dernière chance pour vos questions. Il ne semble pas y en avoir d'autres. Donc, encore une fois, merci beaucoup, M. Koukoulopoulos. La semaine prochaine, on va accueillir Gilles Brassard avec, une seconde que je retrouve le titre. Les mathématiques sont-elles universelles?